Bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre présence virtuelle. Je suis Dr Chérine Fahim et là on va parler ensemble du cerveau adolescent. Qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau? Pour la plupart des personnes, c'est un coup de tonnerre, voilà. Donc pour les parents, pour les adultes en contact avec l'adolescent, ils voient un peu l'adolescence comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais ce n'est pas le cas, comme on va le voir tout au long de cette conférence. C'est vrai que c'est un coup de tonnerre qui décharge vraiment des pulsions à cause de la quantité d'hormones sexuelles qui débutent tout d'un coup dans un cerveau qu'on considère cerveau enfant. Alors, on a tendance plutôt à voir l'adolescent comme presque un adulte avec un cerveau enfant dans un corps adulte. Donc, c'est vraiment, on ne comprend pas la totalité de ce qui se passe. Donc, c'est vrai et pas vrai. C'est un coup de tonnerre, mais en même temps, l'adolescence ne débute pas tout d'un coup dans un ciel serein. Ça prend du temps. À partir de 9 ans, 10 ans à peu près, le cerveau commence à changer. Donc, le cerveau commence le changement très tôt. Et nous, on le voit vraiment vers 13, 15 ans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les changements dans le comportement, dans le contact social avec ses pairs, avec ses parents, à l'école aussi. On voit aussi le changement concernant le corps de l'adolescent. Donc, c'est un coup de tonnerre qui reste toujours maîtrisable, qui a toujours ce besoin accru d'un cadre contenant. Paradoxalement, il essaye vraiment de transpercer ce cadre aussi parfois, ce qui est très bien. Pourquoi ce qui est très bien? Parce que c'est ce qui l'aide à développer son identité, son autonomie aussi. C'est pour ça qu'on dit paradoxalement. Donc ce qu'on voit vraiment avec l'adolescence, c'est qu'il y a un sentiment ou une relation extrêmement ambivalente envers ses parents. Donc il veut se rapprocher de ce cadre contenant, sécurisant, mais en même temps avoir son autonomie, avoir sa vie avec les autres adolescents. Alors, dans son cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il y a presque entre 80 et 100 milliards de neurones qui transmettent l'information, incluant toute cette information qui est chargée électriquement d'hormones sexuelles et puis qui est chargée aussi d'autres neurotransmetteurs qui aident à transmettre l'information. Alors ça dépend comment ces neurones ont été faits durant toute son enfance, pré-adolescence, pré-puberté et puberté aussi. Est-ce que c'était des bons neurones ou c'était plutôt des neurones remplis d'hormones de stress ou d'autres traumatismes par exemple. Donc c'est ces différentes neurones qui vont constituer petit à petit le cerveau, les 80 à 100 milliards de neurones dans tout son cerveau. Le cerveau ne se développe pas tout d'un coup, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un coup de tonnerre. Ce qui est un coup de tonnerre, c'est la quantité d'hormones sexuelles, mais le cerveau se développe petit à petit de l'arrière vers l'avant. Donc ça prend du temps, entre 8, 9, 10 jusqu'à 15. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a une partie extrêmement importante dans le cerveau adolescent qui est ici, c'est le cortex préfrontal. Donc cette partie est presque inachevée jusqu'à 18-25 ans. Alors oui, ça prend du temps. Ça prend du temps à cause de tout ce qui se passe dans ce cerveau qui est encore inachevé. Donc c'est un cerveau incomplet qui a toujours besoin des parents, qui a toujours besoin de la société pour le diriger, qui a toujours besoin de ces neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine et puis d'autres neurotransmetteurs aussi. Et il faut savoir que ces hormones sexuelles auront beaucoup d'effets sur la maturité du cerveau fille, cerveau garçon. Donc ça ne se développe pas de la même façon, cerveau fille, cerveau garçon. C'est un peu différent. Quand on dit le cerveau, donc là c'est vraiment une image en neuroimagerie, une image anatomique du cerveau. La matière dans le cerveau qui se développe en premier, c'est vraiment la matière grise ici. Donc c'est tout ce qui encercle le cerveau, c'est la partie un peu plissée, comme ça, pliée du cerveau. Donc ça c'est la matière grise qui se développe à peu près tout au long de la vie. Donc vers 9, 10, 11 ans, on voit bien qu'il y a un amincissement. Donc il y a une sorte d'élagage synaptique. Donc cette matière rétrécit et puis la matière blanche qui est dedans le cerveau, qui est dans le cerveau vraiment. Donc ça c'est la matière grise qui entoure le cerveau s'amincit et la matière blanche qui est dedans ici plutôt s'épaissit.
Et ça, c'est très important parce que c'est cette matière blanche qui s'épaissit vraiment, c'est ses connexions à lui, ses expériences, ses apprentissages, sa mémoire, ses souvenirs. Donc, c'est tout ce qui concerne le côté épigénétique de l'adolescent. C'est pour ça aussi qu'il a besoin d'un peu s'éloigner de sa famille pour créer ses propres opinions, ses propres expériences dans la vie. Et là, comme on a dit, oui, effectivement, cerveau fille, cerveau garçon ne se développe pas du tout de la même façon. C'est-à-dire presque une fille de 10 ans et demi, son cerveau est presque égal à un cerveau 14 ans et demi. Donc le cerveau se développe différemment grâce aux hormones sexuelles, mais en même temps, on arrive presque à 25 ans et puis on est égalitaire. Donc on arrive à un moment donné de la maturité cérébrale et le cerveau et les cerveaux filles et garçons sont égaux complètement. Alors oui, le développement de la matière grise et de la matière blanche sont très différents. Comme on l'a dit clairement, la partie externe du cerveau, donc la partie vraiment extérieure, la matière grise, commence à s'amincir petit à petit. Et déjà, ça c'est vraiment après la naissance, mais le grand amincissement, c'est entre 3 et 4 ans. Et puis petit à petit, alors, ça continue donc de perdre de densité, cette matière grise, mais qu'est-ce qu'on gagne? On gagne beaucoup plus de matière blanche. Attention, parce qu'on gagne de la matière blanche si on a nos expériences à nous, on a notre mémoire, on a nos opinions. C'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir cette autonomie pour gagner beaucoup plus de matière blanche, qui est notre partie épigénétique, qui est extrêmement importante pour la suite. Donc ça, c'est vraiment, ici, c'est les yeux. Donc là, vous avez le nez. Alors les yeux, donc ça c'est la partie frontale ici, qui est mature presque vers 25 ans, entre 18 et 25. Et là c'est le cerveau entre l'enfance et l'âge adulte. Donc vous voyez bien que la matière blanche, il y a vraiment, là, c'est là qu'on peut dire qu'il y a une tempête de matière blanche dans le cerveau. Donc il y a énormément de matière blanche qui grandit avec nous. Et ça, on a parfois certaines parties de la matière blanche dans le cerveau qui grandit avec nous jusqu'à la quarantaine. Donc vraiment, le cerveau est en continuelle transformation et obéit à ce qu'on appelle la théorie connexionniste. Donc les neurones qui s'activent ensemble, s'associent ensemble et deviennent vraiment des copains pour la vie. Donc ça, c'est la théorie de l'association. Donc on associe certains types d'apprentissage, certains environnements aussi, à certains neurones et ces neurones sont associés. Donc à la naissance, notre cerveau est presque chaotique, donc c'est presque une forêt amazonienne où il y en a tellement beaucoup plus de neurones, la nature est extrêmement généreuse, donc on en a beaucoup plus de neurones qu'on va utiliser, ça dépend lesquels on va utiliser, donc ça répond à la règle use it or lose it, donc tu l'utilises ou tu le perds, voilà. Et puis petit à petit, une fois vraiment adulte, on a cette communication qui fait que les neurones sont presque fixés parce que toujours la personnalité peut être améliorée et régulée tout au long de la vie. Durant cette période d'hormones sexuelles et puis d'autres types de neurotransmetteurs qui nous jouent des tours dans la tête, on a clairement dit qu'il y a l'amincissement de la matière blanche, de la matière grise, la matière blanche qui est de plus en plus présente dans le cerveau. Donc, mais il y a aussi une autre partie très spécifique au centre presque du cerveau qui s'appelle le striatum. Ça, c'est vraiment la partie qui est concernée par la récompense, plaisir, prise de risque. La partie vraiment qui est très adolescente. Et là, cette partie, malheureusement, si ça n'a pas été bien encadré durant cette période, c'est une partie du cerveau qui est extrêmement vulnérable parce qu'elle contient des neurotransmetteurs qui sont beaucoup plus vulnérables à la récompense, la punition, donc la vision des autres, le jugement, l'auto-jugement, le jugement des parents, le jugement des réseaux sociaux aussi. Donc c'est une partie qui est très vulnérable à l'addiction, le manque de communication, la motivation, addiction au jeu ou addiction beaucoup plus au sérieux, les prises de risques et beaucoup plus d'autres maladies qui peuvent toucher le cerveau à cet âge. Donc là, on peut comprendre pourquoi à cet âge aussi est vraiment extrêmement vulnérable à tout ce qui touche les maladies mentales. Parce que effectivement, donc s'il n'y a pas cette régulation entre un cortex préfrontal qui arrive à réguler l'information, qui est vraiment considéré comme le chef d'orchestre
de notre cerveau, comme le big boss de notre cerveau, et une autre partie au centre du cerveau qui est beaucoup plus vers l'addiction, la récompense, peu importe cette récompense alors, la prise de risque, la curiosité, ce qui est bien, mais en même temps, si ce n'est pas bien régulé par le frontal, c'est là qu'on risque un déséquilibre dans les hormones sexuelles et aussi dans tout ce qui touche les autres hormones qui sont beaucoup plus impliquées dans la régulation de l'humeur, la régulation de l'autocontrôle face à des addictions, de tout type d'addiction. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment les encourager, parce qu'on sait, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, qu'avec une récompense, avec un encouragement, ils sont capables de réguler leur cortex préfrontal. Donc, ce n'est pas qu'ils sont incapables, ils sont capables, mais leur cerveau fait beaucoup plus d'efforts pour réguler ce cortex préfrontal parce que les connexions ne sont pas encore matures. Mais avec une récompense, donc ils arrivent très bien à mobiliser cette partie de leur cerveau pour arriver vraiment à réguler toute autre partie. Donc là, on voit bien cette matière grise, voilà, qui encercle le cerveau tout au long, donc cette matière grise, et puis la matière blanche qui est dedans. Alors vous voyez bien que la matière blanche est beaucoup plus présente dans le cerveau. Cette matière blanche, c'est ce qui lie les différentes parties du cerveau, et dans cette matière blanche, c'est là où il y a l'aspect épigénétique, ou l'aspect vraiment beaucoup plus moi, mes expériences, ma capacité de penser, mes souvenirs, ce que moi j'ai décidé de changer dans mon comportement, ce que moi j'ai décidé aussi, est-ce que j'ai décidé d'agir sur même mes gènes ou sur mon environnement ou pas. Donc c'est une partie qui est extrêmement importante, mais pour pouvoir vraiment que le chef d'orchestre arrive bien à faire jouer toute l'équipe, tout l'orchestre, donc il a besoin de s'appuyer sur le côté striatum, comme on l'a dit, c'est une partie qui est impliquée dans le système de récompense, donc il doit y avoir du plaisir dans la vie, il doit y avoir vraiment plus de récompenses, des compliments, mais il doit y aussi être bien équilibré avec le côté émotionnel. Pour expliquer donc les différents comportements qui peuvent parfois nous agacer concernant les adolescents, on se dit, ok, ils ont un déficit cognitif. Oui, c'est vrai que parfois ils ont un déficit de contrôle de leurs actions, mais il ne faut pas oublier que cette matière blanche dans le cerveau grandit jusqu'à l'âge de 22, peut-être 25 ans aussi. Donc là, il y a une immaturité de ce système qui régule l'humeur, qui régule l'attention, qui régule tout ce qui est cognitif dans le cerveau. C'est important de savoir aussi qu'ils ont besoin de beaucoup d'expérimentation, donc l'erreur, ils ont droit à l'erreur, absolument. Ils ont droit à faire des expériences dans la vie et que c'est une perspective évolutionniste. Donc c'est vraiment pour s'adapter à tout changement dans la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour eux, d'avoir cette panoplie d'expériences pour faire maturer leur matière blanche. Là-dedans, on a des facteurs de risque et des facteurs de protection, absolument. Les facteurs de protection font partie du tempérament même de l'adolescent. Déjà un tempérament qui est existant à la naissance, donc des facteurs personnels comme posséder un bon répertoire d'habiletés sociales, d'habiletés d'autorégulation, d'auto-jugement positif, développer des capacités de maîtrise de soi, mais aussi, ce qui est extrêmement important toujours à cet âge, parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas devant un adulte encore, hein. Donc là, il y a des facteurs aussi familiaux, soutien émotif des parents, vivre dans un environnement assez démocratique qui donne l'autonomie tout en sécurisant l'adolescent, une supervision parentale qui doit quand même rester toujours là, mais pas trop parent hélicoptère, facteurs associés au père, facteurs associés aux amis, un réseau social et bon, réseau social, est-ce que c'est virtuel, comme on est par exemple là maintenant, ou est-ce que c'est un vrai réseau social? Pour eux, ils ne font pas vraiment beaucoup la différence. Leurs amis, c'est vraiment quelque chose qui compte, soit si c'est vraiment par téléphone, sur iPad ou sur un réseau social, ou si c'est des vrais amis. Mais ça, c'est extrêmement important pour eux à cet âge, d'avoir un ami sur qui compter.
durant surtout les moments difficiles ou les moments de stress. Et facteurs associés certainement à l'école, facteurs associés aussi à comprendre le sens d'aller à l'école. Ce n'est pas seulement pour étudier, ce n'est pas seulement pour réussir sa vie, non, c'est vraiment pour apprendre aussi à comment se comporter dans la société en général, avec les adultes, mais aussi avec leurs copains à l'école. Par contre, parfois, on est devant des adolescents à risque. Voilà, donc des comportements un peu à risque, ça peut être peu motivé. Il n'y a pas beaucoup de motivation, donc c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Et là, on est plus dans un répertoire de anxiété, légère dépression, ou juste pas de bonne humeur, ou j'ai pas le goût de travailler, voilà. Donc là, les recommandations pour ce type d'adolescent, c'est vraiment essayer à tout prix d'augmenter leur quantité de dopamine. La dopamine, c'est un des neurotransmetteurs qui transmet l'information. Donc là, vous voyez les flèches, par exemple. Ces flèches sont presque comme des neurotransmetteurs, des neurones qui traversent le cerveau. Dans ces neurones, il y a les neurotransmetteurs, donc c'est la dopamine qui est le neurotransmetteur très important pour tout ce qui concerne la motivation, l'estime de soi, la récompense, mais aussi ça peut être, alors si ça, ce n'est pas rempli dans le cerveau, ces bons comportements, alors il y aura toujours la dopamine, mais ça serait toujours beaucoup plus dirigé vers les addictions, la recherche de prise de risque, la recherche de nouveautés. Et là, ça serait utilisé d'une façon malsaine dans le cerveau. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment d'utiliser leur quantité de dopamine, qui est tout comme les hormones sexuelles et presque comme un tsunami dans leur cerveau à cet âge. Donc ils ont le plus de dopamine dans le cerveau durant l'adolescence pour tout ce qui est passion. Ok, donc pourquoi pas les inclure ou apprécier leur idéologie, les encourager à avoir des idées, les encourager à avoir certains types d'idéologies qui leur est propre. Par exemple, organiser des manifestations comme marche contre les armes, marche contre, pour l'environnement, pour l'égalité des femmes. Tout ce qui peut leur permettre un débat, tout ce qui peut leur permettre de transmettre leur passion, leur idéologie. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne certainement qu'on va bien utiliser la quantité de dopamine qui se trouve dans leur cerveau. On gagne que le développement de leur cortex correctement, le développement de leur cortex préfrontal, ils vont avoir ce sentiment d'empowerment, un sentiment de confiance en soi aussi, une initiative, confiance qui va leur dire j'ai une bonne image de moi-même, j'ai une persévérance, j'ai pu faire dans une équipe transmettre une idéologie spécifique à tout le monde, je suis fière de moi-même. Donc la fierté à cet âge est extrêmement importante pour le cortex préfrontal et les connexions du cortex préfrontal avec tout le cerveau en entier. Sinon, alors c'est là que la dopamine ne va pas être utilisée. Donc là, cette dopamine dans le cerveau va procrastiner. Ce n'est pas seulement la dopamine, mais aussi la sérotonine et autres neuromédiateurs, neurotransmetteurs. Donc, on va être face à des ados avec beaucoup plus de faible confiance en soi, travail peu plaisant. Donc, ils ne sont pas motivés, ils ne trouvent pas vraiment le sens ou un objectif pour être assez motivés. Ils ont beaucoup de distractibilité à l'école, c'est pour ça qu'ils s'ennuient aussi, et des délais extrêmement éloignés. Donc là, c'est vraiment, ils traînent. L'équation pour surmonter un peu autre que faire des manifestations en paix, faire des manifestations un peu ou supporter leur débat, leur idéologie, c'est augmenter leur confiance en eux-mêmes, en les écoutant, augmenter leur plaisir dans une tâche spécifique, mais ça doit être vraiment une tâche qui est en réalité avec l'ado, qui fait partie des intérêts vraiment de l'ado, diminuer les distractions, leur diminuer différents types de distractions autour d'eux et diminuer le temps, donc leur demander des tâches assez limitées dans le temps.
Est-ce que ça agit sur le cerveau? Absolument. Donc l'encouragement et l'engagement, les compliments des adolescents fait activer une partie du cerveau extrêmement importante qui s'appelle l'insula, qui est une partie, si on ouvre ici un peu, c'est vraiment dedans. L'insula est une partie extrêmement importante dans le cerveau, surtout de l'adolescent, et qui réagit aux compliments. Donc ça va créer vraiment une activité très intéressante dans le cerveau parce que ça va activer le moniteur de l'erreur, mais ça va aussi activer les fonctions exécutives, donc les fonctions que les adultes aiment, la maîtrise de soi, la confiance en soi, la compréhension des conséquences de nos actes, se projeter dans le futur. Donc c'est une activité qui est extrêmement importante de l'insula, qui relie à l'adolescent tout ce qui se passe dans son corps à son cerveau. Donc ça serait un adolescent avec plus de compliments, ça serait un adolescent qui est très connecté à son corps. Donc c'est un adolescent qui est ancré dans son corps et que son corps et son cerveau sont connectés. Parfois, on fait face à un autre type d'adolescent. Donc là, l'autre type d'adolescent, c'est plutôt, au lieu d'être peu motivé ou un peu angoissé, anxiété de performance ou dépression, là, c'est plutôt des comportements plus extériorisés. Donc, c'est des comportements qui vont plus vers manque de maîtrise de soi ou intimidation. Là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec cet ado? Bon, c'est vrai qu'entraînement systématique à tout ce qui est pro-sociétal, à tout ce qui est moral, mais on voit bien que l'adolescent, il n'est pas bien dans sa peau. Quand on dit qu'il n'est pas bien dans sa peau, est-ce que c'est vraiment une expression qui est pour le cerveau vraie? Oui, absolument. On a notre corps qui est parfaitement dessiné dans notre cerveau, dans le cortex pariétal ici. Donc on a les pieds et la bouche. Donc on a ici le cerveau dans cette partie pariétale, on a notre corps qui est dessiné et c'est dessiné deux fois. Une fois pour tout ce qui touche le corps somato-sensoriel, toucher, visuospatial, notre position dans l'espace, mais on a aussi tout ce qui touche la motricité. Et la motricité, c'est vraiment dans le préfrontal. Donc, quand on dit il n'est pas bien dans sa peau, effectivement, donc même dans son cerveau, même dans le cortex pariétal, il n'est pas bien, l'adolescent retire sa vision de lui-même de la vision d'autrui à cet âge. Donc le corps compte énormément, sa posture, la posture des autres aussi, face à l'adolescent compte énormément. Donc c'est un peu, il faut mieux comprendre à cet âge l'effet Pygmalion. On attend de nous-mêmes et des autres ce qu'on croit vraiment. La croyance à cet âge est beaucoup plus importante que la raison. Donc ils sont à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, ils sont à l'écoute de comment les autres perçoivent leur corps, comment les autres les perçoivent, comment les autres aussi les jugent. Donc le jugement à cet âge est extrêmement important. Donc un ado qui est beaucoup plus vers tout ce qui est externalisé, qui veut dire par son corps « ça ne va pas, je ne vais pas bien », c'est là où on se dit il faut se concentrer vraiment sur cette connectivité entre son corps et son cerveau. Il faut lui apprendre à comment gérer tout ce qui se passe dans son corps. Avec une récompense, surtout récompense de ce qui touche la vie des autres, la vie du groupe à laquelle il appartient, on a vu que c'est des interactions extrêmement gratifiantes. En IRM, par exemple, quand ils entendent l'opinion de leurs copains sur eux-mêmes, il y a toujours cette activité du striatum qui est vraiment la partie récompense, la partie qui contient assez de dopamine pour pousser l'adolescent vers un comportement extériorisé ou un comportement intériorisé. Donc cette partie s'active face ou à l'écoute des jugements de ses copains, ce qui veut dire que ça compte énormément. L'auto-jugement fait partie intégrante à cet âge, mais cet auto-jugement vient aussi du jugement, surtout moins des parents, mais beaucoup plus de ses amis. Ça, on le voit bien ici, par exemple, à l'adolescence. Donc, on le voit bien avec quand ils reçoivent un jugement positif ou négatif, donc ça active les systèmes de récompense dans le cerveau. À l'adolescence, qui est très différent, par exemple, des jeunes adultes ou des adultes. Donc à l'adolescence, on voit bien l'écart qui est énorme entre
est-ce que tu es d'accord avec le jugement de tes copains ou pas? Donc c'est quelque chose qui les touche énormément et qui peut les pousser à imiter les autres. Donc dans ce cortex pariétal, le corps va toujours chercher à imiter. C'est pour ça qu'on voit bien qu'ils essayent de s'identifier par exemple aux influenceurs sur YouTube ou à un rappeur ou à leurs copains à l'école. Donc ils essayent vraiment d'avoir le corps de quelqu'un d'autre ou l'apparence de quelqu'un d'autre. Et là, c'est beaucoup plus important. S'ils ont cette identité propre, donc s'ils sont bien dans leur peau et en connexion avec leur cortex pariétal, c'est là qu'on va voir qu'ils ont leur identité propre. Ils ne vont pas toujours aller chercher l'identité ou aller chercher un autre corps. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut aider à avoir cette identité propre? Donc, oui, sport, musique, art, théâtre et fonctions exécutives vont de pair. Donc, travailler sur leur corps, travailler vraiment sur l'ancrage de leur corps grâce à différents types de je m'applique dans un sport spécifique ou dans un groupe de danse, dans un groupe artistique, je crée un groupe de théâtre ou je fais de l'art. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus impliquer le cortex pariétal et là, ça serait leur propre cortex pariétal, leur propre corps. Donc ça va gérer la création de connexion entre le frontal et leur cortex pariétal au lieu que leur cortex pariétal va aller toujours à la recherche de « je ressemble à qui ». L'activité physique ne va pas seulement ancrer les connexions entre le corps et le cerveau, mais ça va aussi donner beaucoup plus d'engrais aux neurones. Donc ça donne au cerveau ce qu'on appelle le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est un facteur neurotrophique du cerveau, un facteur neurotrophique qui est extrêmement important pour la luxuriance des neurones et surtout dans l'hippocampe. Une partie ici, dans le temporal, qui est extrêmement impliquée dans l'apprentissage et la mémoire et aussi la régulation du stress et la régulation de l'apprentissage. Donc, avec l'implication du corps dans une activité physique, dans l'art, la musique, parce qu'on n'est pas, c'est pas tout le monde qui est extrêmement sportif. Donc si on n'est pas sportif, alors ça peut être l'art dramatique, ça peut être le sport, ça peut être d'autres activités où le corps est impliqué avec l'adolescent. L'activité physique ou l'activité aussi sportive, artistique et autres activités va aussi diminuer la quantité de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone de stress qui est neurotoxique pour les neurones. Donc ça va vraiment diminuer cette activité neurotoxique dans le cerveau. Ça va augmenter la régénération des cellules, des neurones, augmenter les connexions entre les neurones et aussi tout en augmentant et stimulant la production des neuromédiateurs et des neurotransmetteurs dans le cerveau. Et comme on le voit très bien ici, surtout dans la partie frontale, qui est la partie qui a besoin le plus d'activité à cet âge-là. À cet âge-là, attention à l'exclusion. L'exclusion est extrêmement mal vécue par l'adolescent, comme on vient de voir. Donc il a besoin du jugement des autres, il a besoin de l'ancrage dans son corps et dans son cerveau. Donc l'exclusion, il le vit extrêmement mal. Les actions qui semblent efficaces alors pour permettre des meilleures fonctions exécutives qui vont diminuer le sentiment d'exclusion ou diminuer aussi le sentiment de mal-être, c'est toujours un contexte motivationnel, comme on a dit, utiliser leur dopamine, utiliser leur sérotonine à cet âge qui est abondant, qui est vraiment là et que l'adolescent juste demande « donnez-moi des idées, j'en ai plein » et impliquez-moi dans la vie sociétale. Je veux vraiment avoir un rôle dans la vie de tous les jours. Donc vraiment un contexte motivationnel, leur donner des défis. Ils sont à la recherche des défis. Alors au lieu d'avoir des défis malsains, donc il faut vraiment leur donner des défis plutôt qui font partie de la société. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Des pratiques répétées et beaucoup de réflexivité. Donc c'est ça qui peut les aider à connecter ces différentes parties du cerveau qui ont toujours besoin de ce contexte motivationnel.
Troisième type d'adolescents où on peut voir qu'ils vivent mal l'adolescence, par exemple, c'est quand il y a un contexte un peu antisocial. Agression mineure ou un peu plus de... c'est-à-dire c'est au-delà de comportements externalisés, c'est vraiment anti-sociaux, un peu cachés. Et là, il faut se demander, avant de juger l'adolescent, il faut se demander pourquoi il fait ça. C'est vrai que l'appartenance à un groupe, même un groupe délinquant, est extrêmement important pour l'adolescent. Donc, avant de le juger, il faut savoir que ce qu'il cherche, ce n'est pas la délinquance en tant que délinquance. Ce qu'il cherche, c'est vraiment l'appartenance. Appartenir à cet âge est extrêmement important. Donc, appartenir, ce qu'il cherche, c'est ce cadre sécurisant, contenant. Même si ce cadre est malsain, même si ce cadre est considéré comme délinquant, mais ce que l'adolescent cherche, pourquoi? Parce que un cadre, même délinquant, apporte de la force, donne de l'importance, fournit un but. On va faire, voilà, il y a un objectif. Fournit une ligne à suivre aussi. Donne un sens à l'existence, on redevient acteur de sa vie, on intègre une communauté, et c'est ça ce qu'il cherche. Alors oui, comme société, on peut lui donner effectivement ce cadre sécurisant, mais que ça ne soit pas un cadre délinquant. Donc il faut comprendre pourquoi l'adolescent est à la recherche. Entrer dans leur tête. Il faut vraiment essayer d'entrer dans leur tête. Donc avant de péter les plombs, il faut respirer, compter jusqu'à 3, jusqu'à 5, jusqu'à 10, mais vraiment, il faut toujours avoir cette idée que le cerveau est toujours incomplet. Même si c'est 20% toujours incomplet, mais ces 20% sont extrêmement importants parce que ce 20%, même si tout l'orchestre est là, ben le chef d'orchestre il n'est pas encore présent. Donc, pourquoi se laisse-t-il tout le temps traîner? Parce qu'il ne voit pas l'intérêt de se ramasser. C'est quoi l'intérêt? Lui donner le sens de l'intérêt, lui donner le sens de la motivation, un but. Pourquoi oublie-t-il tout? Mais c'est parce que son hippocampe est tellement préoccupé par son mal-être, tellement préoccupé par des neurones qui contiennent le cortisol, l'hormone de stress, que ces neurones n'arrivent pas à fonctionner pour l'attention, pour la prise de conscience, pour la mémoire à court terme, pour écouter les consignes, parce que toute l'énergie cérébrale est absorbée par son mal-être. Entrer dans leur tête, c'est extrêmement important, et rester en alerte. Rester alerte. C'est une période, effectivement, qui peut être comme, tout d'un coup comme un coup de tonnerre. Donc, il faut rester alerte durant cette période. Est-ce qu'il manque de communication? Est-ce qu'il est beaucoup plus en colère? Est-ce qu'il perd ses amis? Est-ce qu'il se croître dans sa chambre? Est-ce qu'il fait que jouer à des jeux vidéo 24 heures sur 24 presque? Donc là, c'est vraiment important d'être alerte à ces différents types d'adolescents dont on a discuté. Peu motivés, s'ennuie énormément, a des comportements externalisés ou a plutôt des comportements antisociaux, même cachés. Donc il faut être en alerte, il faut, même à cet âge, toujours parler du sens moral. Parler des conséquences, parce que ça c'est quelque chose qui leur manque. Tout ce qui est les conséquences de nos actes, on imagine les conséquences toujours de nos actes. C'est le frontal qui fait ça, c'est le préfrontal. Donc, comment on imagine? Quelles sont les conséquences? Se projeter dans l'avenir. Les aider, les aiguiller à avoir ce sens et cette communication. Ça, on peut le faire, par exemple, en leur demandant de faire des bénévolats. D'avoir des idées pour faire des bénévolats. Une étude a clairement montré que des adolescents de 10e année, quand ils ont fait des bénévolats auprès des plus petits, avaient une meilleure santé physique et psychique. Le bénévolat, donner aux autres, avoir un sens pour donner aux autres, c'est extrêmement important durant cet âge parce que donner aux autres fait augmenter la quantité de dopamine. Donc c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément, c'est quelque chose que leur cerveau en a besoin et c'est quelque chose aussi, augmenter la quantité de dopamine, donc c'est quelque chose qui obéit au développement de leur cerveau à cet âge. Des idées, par exemple des idées pour le bénévolat. Organisation d'un spectacle de danse afin de recueillir des dons pour une association, pour des gens dans le besoin.
un spectacle de musique pour des personnes âgées. Même à l'extérieur d'un home, par exemple. Parce que là, voilà, donc c'est les mesures sanitaires, Noël approche, mais à l'extérieur d'un OMS, à l'extérieur d'un home, on peut avoir un spectacle de musique pour les personnes âgées. Et les adolescents peuvent organiser ça, tout en respectant les mesures. Organiser un smoothie santé à l'école pour dire mais qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger, qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qu'on ne doit pas boire, qu'est-ce que c'est que le microbiote, qu'est-ce que ça a comme importance le fait de bien manger sur le cerveau. Mettre sur pied un magasin scolaire de récupération de matériel pour les gens dans le besoin ou pour d'autres personnes. Donc là, c'est très important durant cet âge vraiment de se centrer sur les aider à développer des projets, les écouter, mais s'ils n'ont pas d'idées aussi, donc leur présenter certaines idées. Quand on leur a posé la question qu'est-ce que c'est un bon adulte pour vous? Ça, c'est une question importante en fait. Qu'est-ce que c'est un bon adulte de la part des adolescents? Alors voilà, c'était leur réponse. Donc la première chose, c'est vraiment être à l'écoute. L'équitabilité dans le traitement des adolescents. Ce qui est extrêmement intéressant là, c'est strict. Voilà. Donc là, ils ont dit clairement, on veut un adulte qui est strict, mais qui a de l'humour. S'assure qu'on fait bien notre travail, un cadre. Donc effectivement, ils sont à la recherche d'un cadre sécurisant, contenant, plein d'humour. Transmet des consignes claires, ce qui veut dire on a besoin des adultes, on a besoin toujours de vos idées. On est à l'écoute, mais on veut développer nos opinions. Qui varie les activités, qui leur donne leur potentiel de curiosité, de prise de risque même parfois, et prend le temps de les connaître. Alors, comment faire? Soutenir leur résilience. S'ils s'opposent, c'est pour s'affirmer, comprendre, au moins comprendre ça, pour s'autonomiser, développer leur identité. La colère est une émotion qui doit être comprise. Il faut leur donner le temps, leur permettre de vivre leur colère. Mais il faut comprendre aussi comme adulte que la colère, c'est juste une façade. Donc là derrière, est-ce qu'il y a culpabilité, honte, manque d'estime de soi, jugement par autrui, manque d'identité? Qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? Il ne faut pas se concentrer sur la colère et puis péter les plombs. Non, il faut se demander dans la tête, ok, moi comme adulte, j'ai mon cortex préfrontal, j'ai mes connexions entre mon cortex préfrontal et le reste du cerveau, j'ai mon chef d'orchestre qui organise tout l'orchestre, alors je dois me demander comme adulte, qu'est-ce qu'il y a derrière la colère de l'adolescent? Quelle autre émotion? Et là, on va être un modèle pour eux vraiment. Respirer, donc c'est très important aussi comme modèle pour se dire, ce n'est pas pour la vie, l'adolescence, c'est une période de leur vie et il faut en profiter. Il ne faut pas oublier que l'adolescent devant nous a tout un chemin à parcourir. Et comme on a vu, jusqu'à 22, 25 ans, mais aussi il y a certains types de connexions dans la matière blanche qui n'est mature qu'à la quarantaine. Donc c'est un long chemin, il faut l'accompagner durant ce chemin, sinon on va être de plus en plus face à des adolescents à risque. Pour conclure, voilà le neurone, le héros de notre cerveau. On en a entre 80 et 100 milliards. Ce neurone se développe avec nous tout au long de la vie. Il est assez malléable, assez plastique tout au long de la vie. C'est un ado qui est encore en période de téléchargement, donc c'est toujours téléchargement en cours, ce n'est pas terminé. C'est un neurone qui apprécie énormément tout ce que les parents ont amené, mais qui apprécie aussi tout ce que la société et l'environnement, ses copains surtout, lui amènent pour l'aider à achever
sa maturité cérébrale. Les hormones sexuelles ont un rôle très important sur le cerveau. C'est parfois un coup de tonnerre, parfois un tsunami, parfois une tempête, des torrents, mais c'est aussi, parfois, ça passe sereinement. Les interactions sociales façonnent les neurones. Ce n'est pas seulement la génétique, mais c'est tout ce qui est épigénétique aussi, donc les interactions et l'environnement tout autour de l'adolescent. Recréer une architecture cérébrale qui lui est propre, avec ses propres expériences. Avec une récompense, ils sont capables de pousser à l'extrême leur cortex préfrontal à agir. Avec une récompense, ils ont beaucoup plus de connectivité entre leur corps, l'insula et leur corps. Donc ils sont beaucoup plus ancrés dans leur corps et beaucoup plus ancrés dans leur jugement. L'engagement, les compliments des adultes augmentent cette activité cérébrale chez l'adolescent. Voilà, donc c'est le message que j'aimerais vraiment passer. C'est un adolescent qui a besoin de vous, c'est un adolescent qui a dans sa tête tout un concert, tout un orchestre, avec un chef d'orchestre qui est parfois part dans les nuages, part dans la lune, et que ce chef d'orchestre a besoin de vous pour que la musique soit la plus sereine et rythmique possible. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Merci. Alors merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment passionnante. On a malheureusement peu de temps pour les questions en raison du souci technique qu'on a eu notamment et dont nous vous prions de nous excuser. Mais parmi les questions qu'on a reçues dans le forum, dans le chat durant votre conférence, une des questions était une personne qui comprend bien l'importance de l'activité physique dans le développement du cerveau comme dopant finalement, c'est l'engrais si j'ai bien compris. Mais elle se demande, cette personne, qu'est-ce qui explique alors que nos adolescents sont souvent amorphes et qui passent des heures dans leur lit, etc. Comment vous expliquez ça? Comment ça s'explique finalement et comment on peut accompagner ça? Pour faire de l'exercice physique, il faut être motivé. Donc, et pour être motivé, je dois comprendre le sens. Donc c'est un adolescent déjà qu'il faut travailler avec lui pourquoi il n'est pas motivé. Donc il faut vraiment travailler sur le pourquoi. Et là, à ce moment-là, quand on comprend le pourquoi il n'est pas motivé, petit à petit, par lui-même, une fois qu'il est motivé, il va commencer à faire de l'activité physique. Et en fait, par activité physique, je ne dis pas qu'il faut faire du hockey sur glace. Par activité physique, ça peut être juste, ok, on va aller faire une petite marche ensemble aujourd'hui. Donc, il y a des études qui ont montré qu'une marche à deux, dans la forêt ou au bord du lac, ou voilà. Ça fait aussi diminuer les ruminations négatives, ça fait diminuer les sentiments négatifs. Donc ça peut être juste marcher ensemble. Donc au lieu de demander à l'adolescent, mais réveille-toi, va aller faire un peu de vélo, ou il faut l'accompagner. Donc on va lui dire, passer d'une façon indirecte, on va lui dire par exemple, ok, aujourd'hui on va faire une balade ensemble. Et ça peut un peu l'aider pour marcher. Donc on commence par diminuer l'aspect négatif, augmenter un tout petit peu la quantité de sérotonine qui va petit à petit augmenter la dopamine pour le motiver pour aller faire plus de sport. Ok, mais parfois on a l'impression que c'est difficile même pour l'adolescent lui-même de voir qu'est-ce qui le motive finalement, comment on peut l'aider on parle de l'aider à se motiver, comment on peut doper ça finalement, comment on peut l'aider à trouver cette motivation. Un adolescent qui est peu motivé malgré la tentative de motivation, alors on est devant un tableau, deux tableaux, ok? Donc on est devant un enfant ou un adolescent qui ne comprend pas le sens de sa vie, qui ne comprend pas le sens de pourquoi. Tu me demandes de me motiver. Pourquoi? Pour quelle raison? Quel est le sens? Donc si tu me demandes par exemple d'emprunter ce chemin, tu dois me dire qu'est-ce que je vais voir à la fin. Ou je marche 20 km, pourquoi? Pour quelle raison? Donc il faut lui donner la raison d'être.
Donc il faut essayer de se demander avec lui quel est son rôle dans la vie, quel est son sens, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le passionne, dans quelle activité il ne voit plus le temps passer. Et c'est là qu'il faut investir le plus. Et peut-être une dernière question aussi du public. Une personne qui se demande quel est l'impact de la prise d'hormones, par exemple la pilule, dans le développement cérébral. C'est une question très importante. Les œstrogènes jouent un rôle très important, effectivement, sur la matière blanche. Par contre, jusqu'à maintenant, les études montrent qu'il n'y a pas énormément d'effets délétères ou d'effets négatifs sur le développement du cerveau. Donc là, les adolescentes peuvent continuer à prendre les pilules, mais ce qu'elles doivent toujours renforcer, c'est leurs expériences dans la vie, les positives, les bonnes expériences dans la vie qui peuvent augmenter la quantité de matière blanche. Peu importe quel médicament ou peu importe les médicaments qu'elles prennent. Donc il faut vraiment varier les expériences dans la vie, il faut faire du sport, s'impliquer dans un groupe bénévole ou multiplier et varier les expériences dans la vie pour travailler sur la matière blanche. Comme ça, peu importe les médicaments qu'on va avaler, il y a toujours l'expérience de tous les jours qui va réparer les dégâts de ces médicaments. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et pour vos réponses à nos questions. Et maintenant, nous allons passer la parole à deux expertes internationales qui se trouvent en direct de Toulouse afin qu'elles nous donnent leur point de vue sur cette conférence. C'est à vous. Chérine, bravo. Elle est là. Oui. C'était bien, hein, c'était clair. Ouais. C'est une bonne adulte, hein, Chérine. Oui. Ah oui. Alors je vous présente Hermine. Bonjour. Et je vous présente Olga. C'est moi. Voilà. Et on a tout bien écouté, hein, tous les quelques points qui ont été abordés. Voilà ce que j'ai retenu. Ouais. C'est bien. Hein. Et ce qu'on vous propose, c'est de compléter par quelques points, voyez-vous. Oui, voilà, parce que bon, vous n'avez peut-être pas été tout à fait exhaustive, alors on se permet de compléter. Hein. Chérine, je peux vous appeler Chéché? Alors, bon, oui, on va parler du cerveau. Oh, le cerveau de l'adolescent. Oh là 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 là. Olga est partie nous chercher le cerveau de l'adolescent. C'est merveilleux, quel merveilleux mécanisme. Oh là là. Le voilà. Il est tout comme celui de Chérine, il est plein de couleurs. Ah là, il est magnifique. Oh là là. Regardez-moi ce cerveau. Wow. Que de connexion. Qu'est-ce que c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? C'est un neurone de stress. Non, pas besoin de ça. Hein. Regardez-moi ce cerveau. Il n'est que à 80% de ses possibilités. Hein. C'est parce qu'il lui manque les lobes frontaux, ils sont pas connectés. C'est encore un chantier. Oh oui, mais un beau chantier. Hein. Puis alors, il s'en passe à l'intérieur. Hein. Il y a de l'orage. Hein. Plein d'hormones sexuelles. Ouh là là là, ça bouillonne, ça bouillonne. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de nous suivre. Oui. On va faire comme Chérine, elle a dit. Oui. On va essayer de rentrer dans leur tête. Waouh! Oh, c'est grand! Waouh! Il y a de la place! Mais c'est tout vide! Ah oui! Il y a la matière grise qui a été laguée! J'ai marché dans le cervelet! Oh, fais gaffe! Oh là là, regarde! Je vais lui chatouiller l'hypothalamus. On est un petit peu stressé. Ça bouge.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, C'est le striatum. le striatum. Oui, le striatum. Waouh. Oh là là. Oh, il va arriver. Oh là. Vas-y. Hello. Tu es centrale, hein, elle l'a dit, Oui, Chérine, tu je es suis centrale. au centre. Je suis Madame Striatum. Waouh. Mais où est Madame Cortex? Je la vois pas. C'est pas grave. Moi, j'aime le risque. Plein de dopamine partout. Je suis addict. Moi, c'est que le plaisir et le... Je suis Madame Cortex. Organisation, planification, tri des informations, objectif. Oh là 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 là. Mais bon, dans le cerveau de l'ado, j'ai pas trop la patate. Hein. Ouais. Bon, alors, c'est parti. Allons vers l'objectif. Ah oui, notre objectif, se construire notre propre expérience, notre propre matière blanche. Oh, Simone! Attendez, je vais prendre un café. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais, non mais, c'est bien de se faire des copains, mais il y a des trucs à réviser. Oh là là! Oh, j'ai envie de faire la fête! Non mais, c'est bien de se divertir, mais il faut penser à l'avenir. Alors là, je suis à fond. Je suis fatiguée, je suis pas encore bien musclée. Papa, maman, encouragez-moi. Il passe en hélicoptère. C'est bien quand les parents font que passer. Ne perds pas de vue ton objectif. Ah oui, c'est fabriquer sa matière blanche, son expérience. Muscle ton cortex. Oui, ah oui, attends, j'ai les pieds qui me grattent. Voilà, c'est bon. Allez, On y va. Droit devant, ton objectif. droit devant, fabriquons notre expérience, notre matière blanche. Ouais, mais là, j'ai le plaisir dans le dos, je suis un peu découragée. Ça sent le cortisol ici. Je me sens stressée. Tu veux un petit café? Non. Attends. Qu'est-ce que Je vois un c'est? petit coup de dopamine. Ah oui, de la dopamine. Ça va mieux? Ah oui, ça fait du bien des récompenses. Mais oui. J'aime bien quand on me dit que je suis géniale. Chérie, elle a dit qu'il fallait trouver de l'élasticité. Oui, tu l'as dit, chérie. On t'a bien écouté. Entre les deux. Ah oui, il faut qu'on... Il faut qu'on tricote entre Voilà. les deux. Et du coup, on va... Et Cortex œuvrent ensemble et fassent l'exercice Oui, voilà. physique. On peut plus bouger. Non, C'est pas grave, on a le droit à l'erreur. oui, on a droit. Voilà. Il faut faire des expériences. Voilà, c'est notre expérience, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. La liberté. Action. Oui. Et hop là. Ben oui. Écoute, on va pomper. Oui, tu sais ce qu'il nous faut, c'est de l'exercice et l'équilibre entre nous. Un petit peu de dopamine. Un petit peu d'organisation. Chérine, petit je peu pour m'appuie le- sur vous, Chérine. Vous avez tellement de savoir. Allez, destriatum. Et organisation. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Et ben voilà. On va y arriver. Tu sais, on a le temps. On a jusqu'à 25 ans. Oh, donc, c'est bien. Et c'est comme ça qu'on tricote. oui. Voyez-vous, un petit coup d'estriatum, un petit coup de Tu cortisol. vois, Chérine, on fait faire des bénévolats. Oui. Ça, c'est pour les petits lépreux. Bon, on a le droit à l'erreur, hein. On Oui, n'a c'est pas tout, encore hein. tout à fait au point. Oui. Bon. Ah, sinon, on pourrait aussi aller aider dans les hôpitaux. Il paraît qu'il y a des petits besoins en ce moment. Ah oui, c'est le moment, hein. Oui, on va faire ça. Et- oui, On aurait besoin encore de conseils. oui. Mais merci, Chérine, grâce à vos conseils en or, on sait que dans 25 ans, à 25 ans,
on sera de la belle matière, bien dentelée. Ça, c'est comme on peut tisser les fils de la vie. Oh, là, on est prêt pour faire de l'art, du sport, De la musique, oui. des chefs d'orchestre. Oh, quel chef d'orchestre, chérie! La 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 la